Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, effectivement, pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est effectivement le bilan médical du sportif de haut niveau. Alors, si je devais faire le bilan médical du sportif de haut niveau, je pourrais vous le faire en une slide en vous disant, vous regardez le site internet de chaque fédération pour savoir ce qu'il faut faire. C'est assez facile, c'est marqué dessus. Globalement, c'est pas un exercice très compliqué, même pour un cardiologue. Donc, après, on va essayer de voir un petit peu plus loin que ça, mais vous allez voir que on va finir le topo avec finalement plus de questions que de réponses à donner. Alors déjà, pourquoi faire un bilan ? Il faut savoir quand même que l'activité physique, on l'a présenté quand même, c'est une contrainte majeure. Et on sait qu'on a un débit cardiaque multiplié par 5, une fréquence cardiaque par 3, la pression artérielle systolique qui va quasiment doubler, les décharges de catécholamine, la déshydratation. Bref, on va dire un cortège et un environnement qui sont potentiellement à risque si on a une cardiopathie sous-jacente notamment. Il faut savoir que la principale cause et la principale contre-indication sur la pratique sportive, c'est une contre-indication cardiologique. Et l'étude de Corrado 98, c'était globalement 60% des cas où la contre-indication à la pratique du sport était liée au cœur. D'autre part, 90% des morts subites sont liées à des morts subites d'origine cardiaque. Ça veut dire qu'on connaît tous cet adage, toute mort subite, c'est un patient cardiaque qui s'ignore. Et bien évidemment, chez les sportifs de haut niveau, ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'on a tous vu, enfin tous, je pense que même les plus jeunes, oui, 97, la mort de Marc-Vivien Foé en Mondiovision à la télévision, juste avant, un an avant la Coupe du Monde en France, qui avait quand même marqué les esprits, et qui a fait changer beaucoup de choses sur la façon de faire des bilans. Alors je vous rappelle que le but quand même du bilan du sportif de haut niveau, c'est surtout la prévention de la mort subite. C'est quoi la mort subite ? Très clairement, c'est quand même pas ça. La mort subite, ça a une définition bien précise. C'est une mort d'origine naturelle, donc a priori non traumatique, non iatrogène, qui survient de façon inattendue, donc sur un cœur supposé normal, dans l'heure suivant le symptôme initial, et au cours ou jusqu'à 1 heure après la pratique d'un sport. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des morts subites liées à l'effort, en dehors de l'effort. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. C'est quand même une partie de ces morts subites qui ne sont pas toujours comptées dans les statistiques. D'autre part, l'intérêt pour vous quand même de voir ces patients-là, c'est de faire du screening, prévenir la mort subite du jeune sportif, mais on va voir qu'après, il n'y a pas que le jeune sportif qui est intéressant. Le sportif de haut niveau, c'est pas que du jeune sportif. Lui parler de choses dont on parle habituellement pas en cardiologie, l'alimentation, le tabac chez le jeune, on y pense rarement, mais c'est quand même une vraie plaie chez les jeunes sportifs, on va le revoir encore. Et effectivement, c'est une population qui vous consulte et qui consulte le médecin extrêmement rarement. Donc c'est une population à laquelle vous avez accès, notamment, Raphaël, chez un mot, au moment de la rédaction de ces certificats. C'est là où il faut faire attention et c'est là où il faut essayer pour vous de passer des messages, qu'on soit dans le haut niveau ou dans le sportif amateur. Ce moment du certificat, c'est un moment pour le cardio qui est vraiment fondamental. Alors, c'est quoi un athlète de haut niveau ? L'équipe américaine des Jeux Olympiques c'était il y a quelques années maintenant, mais est sur les sports d'hiver. Ça, c'est une autre type d'équipe, clairement, modérément du haut niveau. Mais en tout cas, pour nous, cardiologues, ça veut dire quoi, du haut niveau ? C'est du haut niveau d'entraînement. Donc, ça veut dire au moins 8 heures d'entraînement par semaine, depuis au moins 6 mois, avec une intensité qui est supérieure au seuil ventilatoire. Ça, c'est la définition pour nous, cardio, pour savoir qu'est-ce que c'est un athlète de haut niveau et comment on va le bilanter, on va en parler. Si on parle des athlètes de haut niveau en France, les athlètes de haut niveau en France, c'est très défini, très encadré. On a eu plusieurs lois qui se sont succédées, Buffet, Lamour, Caner, 99, 2006 et 2015. Et globalement, on a défini un statut d'athlète de haut niveau et un statut d'athlètes qui sont ce qu'on appelle le projet de performance fédérale. Et en gros, ces athlètes-là, pour être athlète de haut niveau en France et bénéficier d'un suivi réglementaire, il faut quoi ? Il faut être inscrit sur la liste. Vous êtes sur la liste, vous êtes athlète de haut niveau. Vous êtes en dehors de la liste, même si vous êtes, je caricature un peu, mais joueur de deuxième division de football, a priori, vous êtes considéré comme un athlète de haut niveau, de haut niveau d'entraînement. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous n'avez pas de suivi réglementaire. Si vous n'êtes pas français sur la liste, vous n'avez pas de suivi réglementaire. Zlatan, quand il était au PSG, joueur étranger, il n'est pas inscrit sur la liste de haut niveau. Donc il n'a pas besoin d'un suivi réglementaire de sportif de haut niveau, si on suit les règles et les recommandations du ministère. Donc je vous ai mis les gens qui étaient potentiellement inscrits sur ces listes. Et que va dire la loi chez ces sportifs, ces sportives ? Globalement, c'est les fédés qui gèrent, quand c'est des sportifs inscrits sur les listes.
C'est le ministère qui définit la nature et la périodicité des examens. Et les fédés ont le droit de définir des examens complémentaires spécifiques à leur spécialité. Quand on fait partie des pôles de performance, là, c'est les fédérations qui choisissent la nature, la périodicité des examens. Et c'est comme ça que c'est actuellement défini, avec globalement une enveloppe budgétaire qui est fournie par le ministère, qui nous permet de savoir ce qui va être remboursé ou pas. Je vous ai mis à droite de l'écran ce qui était recommandé avant 2016, et ce qui est recommandé maintenant. Vous voyez qu'avant, on avait examen médical 2 fois par an avec un médecin du sport, avec examen clinique, diététique, j'en passe et des meilleurs, électrocardiogramme de repos annuel, examen dentaire, examen biologique, une échographie avant les 18 à réaliser une première fois et à renouveler si ça a été fait avant les 18 ou 20 ans. Et une épreuve d'effort maximal tous les 4 ans. Le nouvel arrêté, c'est un examen médical et un électrocardiogramme de repos. Donc on est passé de tout à presque rien. On va pouvoir en discuter, est-ce que ça a un intérêt ou pas effectivement de faire une échographie, un test d'effort chez ces patients-là. Mais vous voyez que ça a quand même fondamentalement changé, et c'est un électro. Il n'y a pas besoin d'en faire 25. Il faut être un électro dans la carrière du sportif, considéré comme suffisant. Après, calibre ce que je vous dis, les fédérations ont le droit après de demander des examens complémentaires, spécifiques, etc. Il faut savoir que comme il y a une responsabilité médico-légale derrière tout ça, la plupart des fédés n'ont pas bougé et demandent toujours le même bilan que celui qui était demandé avant 2016. Si on voit ce qui se passe chez les espoirs ou ce qu'on appelle les sports collectifs nationaux, globalement, vous voyez, pareil, on est passé avant 2016 où on faisait l'écho, l'électro, etc., à maintenant, globalement, les fédérations décident. Vous vous démerdez, puis c'est vous qui gérez. Je vous rappelle quand même que la prévention, donc c'est la prévention de la mort subite, on en a déjà parlé, j'imagine, au tout début. Il y a 2 cadres, le moins de 35 ans, le plus de 35 ans. Le plus de 35 ans, c'est facile, dépistage de la coronaropathie. Globalement, c'est la seule chose à aller chercher chez ces patients-là. Le moins de 35, c'est un peu plus compliqué, il y a plein d'étiologies différentes. Les coronaropathies correspondent quand même à une bonne partie de ces patients-là encore. Et on a toutes les CMH, anomalies coronaires, etc., dont vous avez déjà eu un exemple sur le premier cas clinique qui a été présenté par Lise tout à l'heure. Après, si on veut commencer à raisonner sur du sportif de haut niveau, ce que je vous engage, moi, c'est avoir ce raisonnement-là, et raisonner en 3 points. Le sportif, le sport concerné, et éventuellement la cardiopathie sous-jacente. Alors pourquoi raisonner sur le sportif, c'est important ? Parce qu'on peut être sportif de haut niveau, ça regroupe plein de choses différentes. Le sumo qui meurt globalement à moins de 50 ans à cause de sa masse grasse, celui-là, clairement, on n'en a pas beaucoup en France, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas la même façon de gérer ce genre de sportif-là. Le footballeur de haut niveau qui fume un paquet de cigarettes par jour, qui a certes 30 ans, mais est-ce qu'on lui fait le même bilan que le sujet sportif sain qui a une hygiène de vie irréprochable ? Le vice-champion du monde des fléchettes, en bas à droite, pour ceux qui ont suivi un tout petit peu il n'y a pas longtemps, Luc Littler, 16 ans, il les fait pas, qui se dope globalement au kebab et à la bière, qui est quand même vice-champion du monde fléchette. Quel bilan on lui fait ? Sportif, lancer de poids, on est très clairement sur une activité de résistance pure, avec des sujets qui est pour projeter loin, vous en avoir une masse assez importante. Effectivement, le raisonnement sur le sportif de haut niveau de ce type-là, ou sur le cycliste, c'est pas la même chose. Et le petit papier que je vous ai mis au milieu, je sais pas si exactement, 105 ans, record du monde en vélo sur l'heure, 22 km parcourus en 1 heure. Il y en a parmi vous qui les font probablement pas. Donc, sportif de haut niveau, qui n'est pas inscrit sur les listes, quel bilan on va lui faire ? Non, c'est pas donné à tout le monde. Je vous rappelle que les vélos électriques sont bridés à 25... l'assistance est bridée à 25 km/h. Essayez de dépasser l'assistante, vous voyez que ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de bouteille. Quel sportif ? Là encore, effectivement, je parle principalement des derniers avec les sportifs de haut niveau d'entraînement, mais il ne faut pas oublier tous les autres, et ceux qui sont quand même les plus à risque, c'est ceux qui sont dans le côté amateur, avec notamment celui qui est à 1 séance par semaine. Celui-là, effectivement, c'est clairement le plus à risque. Et je vous rappelle aussi que quand on parle de sportifs de haut niveau, typiquement, vous avez ceux des listes, et vous avez aussi ceux qui sont internes dans le service de cardiologie à la Pitié,
qui font du triathlon, qui s'entraînent 10 à 12 heures par semaine, qui se tapent les gardes, qui n'ont pas les massages et la sieste derrière, et qui ont le burn-out pas loin ou le surentraînement pas loin. Donc il faut aussi penser à tout ce qui entoure le sportif et qui peut occasionner des troubles du rythme, des extrasystoles. On en a parlé. Donc les extrasystoles dans le surentraînement du sportif, c'est un des éléments qui va vous orienter sur ce genre de choses. Quel sport ? Raphaël vous a montré le tableau des sports, la classification de Mitchell ou la dernière classification de la Société européenne. Ça permet de pouvoir s'orienter sur savoir quelle est l'intensité de leur pratique. Et très clairement, le vice-champion du monde de fléchette, il n'aura peut-être pas besoin du test d'effort, contrairement à celui qui fait du cyclisme en compétition à haut niveau. Maintenant, est-ce que celui qui a 16 ans, qui bouffe des kebabs, dans 10 ans, il n'aura pas intérêt quand même à le faire et à ce qu'on aille plus loin ? Et on pourrait discuter, parce que vous allez voir que les questions après peuvent s'ouvrir. Est-ce qu'il faut faire des coroscans, des scores calciques à partir de 40 ans, quand vous avez des patients avec des facteurs de risque qui sont sportifs de haut niveau ? Moi, je pense que oui. Après, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais c'est des éléments dont on peut discuter. Et notamment, Benoît vous en parlera, je pense, encore plus sur le dernier topo. L'environnement qui est quand même fondamental pour savoir quel bilan faire. Monsieur, je vais courir un marathon. Très bien. Alors, je vous rappelle que le marathon avant, c'était le Saint Graal. Maintenant, le Saint Graal, c'est passé sur les ultras. Donc maintenant, n'importe quel pecno est capable de courir le marathon dans sa tête. Donc il viendra vous voir 3 semaines avant pour avoir le certif. Vous lui faites un test d'effort, il fait 120 watts. Vous savez parfaitement qu'il finira jamais son marathon. Donc déjà, première chose, essayer d'évaluer ce que font les patients. Et puis l'environnement est important, parce que le marathon à Paris et le marathon des Sables, ou le marathon dans d'autres pays avec des degrés d'hygrométrie et des températures extrêmement importantes, en termes de risque cardio, c'est pas du tout la même chose. Raphaël t'en a parlé rapidement, je crois, sur les pics de pollution, etc., qui sont des éléments importants aussi. Un patient qui a une cardiopathie quelconque, qu'on va autoriser à faire du sport de très haut niveau, je vous rappelle qu'on a des patients avec des infarctus qui font des marathons et autres, les jours des pics de pollution, là par contre, il va falloir adapter les choses, et on ne fait pas même si on s'est entraîné, parce qu'il y a quand même un risque plus important. Je vous rappelle, et je passe rapidement sur ça, l'expérience italienne, qui date maintenant d'il y a quelques années, qui a été la base de pourquoi on fait un électro chez les sportifs. Globalement, il y avait des morts subites plus importantes dans la population sportive italienne dans les années 80. On a introduit l'électro systématique et le bilan cardio systématique. On est passé en dessous de la population de référence du même âge en termes de risque de mort subite. Après, si on regarde de façon un peu plus précise en nombre de morts subites évitées, c'est la dernière petite ligne. Vous voyez que sur 30 ans d'évolution, vous avez évité 40 ou 50 morts subites en ayant fait des électros à plus de 10 000, ou je ne sais plus combien ils étaient, de patients bilantés, de sportifs bilantés, excuse-moi. Donc je vous rappelle quand même que l'électro de repos est quand même indispensable. Bon, on est cardiologue, donc on le fait toujours, même quand ce n'est pas demandé, je vous rassure aussi. Pourquoi il est indispensable ? Parce que globalement, dans 90% des cas, pour les pathologies principales, il sera anormal. Et il faut savoir que globalement, déjà avec un électro de repos, on se sort de la majorité des choses. Une CMH à fort risque avec un électro de repos normal, moi, j'en connais pas. Une CMH à faible risque avec un électrocardiogramme normal, oui, ça, on peut en voir. Mais effectivement, l'électro est quand même vraiment, vraiment indispensable dans ce cadre-là. Je vous rappelle aussi cette étude de l'INSEP qui montrait que la plupart des électros du sportif, même de très haut niveau d'entraînement, sont considérés comme normaux. On avait vu cette diapo qui est passée rapidement aussi tout à l'heure avec Carole, avec qu'est-ce qui est normal, pas normal, dans le cadre d'un électrocardiogramme de repos. Bon, on va dire c'est du basique et du b.a.-ba, mais c'est toujours bien de le revoir, de le remettre en tête. Et je vous rappelle que ce n'est pas toujours aussi évident sur l'électrocardiogramme. Électrode droite, normal, pas normal ? Il n'est pas extrêmement anormal. Électro du milieu, excusez-moi, ma droite. Bon, le plus bizarre, ça reste quand même celui du milieu et celui de ma gauche et de votre droite. On va y arriver. Voilà. Le premier, c'est une CMH. Le deuxième, c'est un footballeur avec un cœur sain. Le troisième, c'est juste un cycliste professionnel qui se dope un peu. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas toujours des évidences non plus sur l'électrocardiogramme. Bien évidemment, avant de dire footballeur avec cœur sain, il aurait le droit à l'IRM et l'autopsie avant. La place du test d'effort, on sait tous faire un test d'effort, pour la plupart d'entre nous en tout cas.
On sait tous aller dépister la coronaropathie et les arythmies. Globalement, on s'en fout complètement, c'est pas ce qui va nous intéresser, notamment chez le sportif à facteur de risque. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité d'effort, parce que c'est elle qui sera prédictive des risques de complications. C'est ça qui va être l'élément le plus important, qui va vous permettre à vous de pouvoir orienter vos patients sur une reprise de sport et qui va permettre de calibrer le risque du sportif. L'échographie cardiaque, cette diapositive qui vous montre que on peut avoir une dilatation ventriculaire gauche franche, 73 mm de diamètre ventriculaire gauche, et être sportif de haut niveau, cycliste professionnel, qui a été maillot jaune du Tour de France, qui avait cet écho-là, avec un électrocardiogramme strictement normal. D'accord ? Donc 73 mm, ça reste quand même une dilatation sympathique pour, a priori, un cycliste, où je vous rappelle que c'est globalement du 1m60, 70, 50 à 60 kg à tout casser. D'accord ? Je passe rapidement, mais parce que vous connaissez très bien ça, effectivement, les épaisseurs pariétales, les zones tranquilles, la zone grise et les zones où globalement il y a peu de doutes, mais on va dire douteux, mais en tout cas ça nécessite de faire des examens plus poussés, les différences chez l'homme et la femme, et on sait que sur le plan ethnique aussi, le sujet afro-caribéen va être discrètement majoré par rapport à ça. Sur une problématique en fait sur laquelle on est amené plus souvent à réfléchir, parce que globalement l'hypertrophie, il y a rarement de questions à se poser. Là où on est plus amené à réfléchir, c'est la dilatation cavitaire chez le sportif, notamment chez les sportifs d'endurance. Et des fois, effectivement, on a des dilatations cavitaires impressionnantes chez des ultra-marathoniens, chez des ultra-trailers, etc. Et effectivement, parfois, on peut se poser des vraies questions. Je vous rappelle d'indexer les choses à la surface corporelle, c'est quand même un point important. Un rugbyman qui fait 2 mètres et 140 kg n'aura pas le même diamètre ventriculaire gauche que Jean-Yves, qui s'entraîne régulièrement depuis des années pour courir un 10 km. Donc, comme je disais, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de réponses quand on réfléchit sur athlète de haut niveau, parce qu'il y a tellement de spectres dedans. Marchand, jusqu'à 105 ans, c'était un athlète de haut niveau. Quel bilan on va lui faire ? Et honnêtement, est-ce que si vous trouvez une anomalie, vous allez l'arrêter ? Je ne suis pas certain. Donc effectivement, je pense qu'on pourra discuter, ça peut être l'occasion des questions de fin. Est-ce qu'il faut faire un coroscanner à partir de 40 ans à tous les sportifs, ou un score calcique ? Est-ce que le test d'effort est obligatoire ou pas avant 30 ans ? Globalement, il n'y a pas un gros intérêt à faire un test d'effort à un type de moins de 30 ans ou 30-35 ans, parce que la possibilité de dépister une anomalie, elle est extrêmement faible. Au-delà de 40 à 50 ans, là, il y a plus de pertinence à le faire. Maintenant, effectivement, l'électrocardiogramme de repos, peu coûteux, facile à réaliser et riche d'enseignements. Il faut le faire quand même de façon systématique. Et pour celles et ceux qui ont des mômes, faites leur faire un électro s'ils font du foot en compétition, etc. Je vous rappelle qu'on a beau être cardiologue, je ne sais pas qui a fait faire un électro à son gamin qui fait du foot. L'échographie cardiaque, outil de dépistage précieux, mais coûteux et finalement pas très utile dans la lutte contre la mort subite. Et l'épreuve d'effort à cibler de façon vraiment importante. Je passe rapidement, puisque tu en as parlé, Raphaël, sur les recommandations du Club des cardiologues du sport. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que vous avez des questions pour Laurent Uzan ? Alors, c'est paradoxal quand même d'avoir des recommandations qui se réduisent au fil du temps, alors qu'on a de plus en plus d'outils à sa disposition. Alors, ce n'est pas des recommandations, parce que c'est les recommandations du ministère. Ouais. Les recommandations, quand on regarde les recommandations des sociétés savantes, et les recommandations de la Société européenne de cardio, c'est un électrocardiogramme tous les 3 à 5 ans, pour faire simple, dès l'âge de 12 ans jusqu'à 35 ans. C'est le dépistage de la cardiopathie ischémique, alors qu'on peut discuter de façon différentielle sur les différents facteurs de risque, sur le score, sur le nombre de facteurs de risque, etc. Donc, c'est vrai que quand on voit les recommandations du ministère, on passe effectivement de tout à rien, mais le problème, c'est que c'est le ministère qui paye. Donc, en fait, pour les sportifs de haut niveau, la problématique, c'est surtout une problématique financière. Et la logique, elle est surtout sur ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus utile et le moins coûteux ? Ça reste l'électrocardiogramme de repos, pour en tout cas les jeunes sportifs de haut niveau. La problématique, c'est que maintenant, les vieux sportifs de haut niveau, on en a quand même de plus en plus. Et c'est là où, effectivement, il faut commencer à discuter un peu différemment. Les professionnels, c'est quel pourcentage des sportifs de haut niveau ? Je ne suis pas capable de te répondre. Parce qu'eux, ils ont un employeur. Le nombre de sportifs de haut niveau en France, il y en a quand même beaucoup de gens qui font plus de 10 heures de sport par semaine en France. Nous, on les mettrait comme cardiologues à sportifs de haut niveau. Donc après, les sportifs pro, c'est 3000 footballeurs, ça fait probablement moins de 10 000 ou 15 000 personnes en France.
Nous, on voit pas mal de jeunes du pôle France qui sont des adolescents qui n'ont pas fini leur croissance, qui ont déjà des morphotypes hors normes, qui ont des échographies hors normes, surtout quand ils sont afro-caribéens avec des trabéculations. Est-ce que c'est des jeunes qu'il faut suivre différemment? Est-ce qu'il faut les revoir en dehors de toutes les considérations légales du ministère ou des fédérations? Parfois, vraiment, on a des surprises. Alors, sur ces jeunes-là, effectivement, la problématique, c'est refaire surtout à la fin de la croissance un bilan. Effectivement, il y a des choses quand même qui peuvent changer jusqu'à 18-20 ans. Donc, refaire au moins un bilan cardio après les 18-20 ans, moi, c'est ce que je recommanderais. Après, c'est ce qui est quand même dans la plupart des recommandations plus ou moins dit. Et on a effectivement affaire à des gens qui ont des gabarits parfois extrêmement impressionnants, et on a des adaptations cardiaques qui sont de plus en plus développées chez ces athlètes-là. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire un suivi s'ils sont normaux? Non. Est-ce qu'il y a un intérêt après de... Ce qui doit calibrer les choses, c'est antécédent de mort subite familiale ou pas, antécédent de cardiopathie familiale ou pas, symptômes ou baisse des performances. Ça, c'est vraiment le signe qu'il faut que vous gardiez tous en tête. C'est à partir du moment où un sportif se plaint d'une baisse des performances, c'est qu'il y a dans 90% des cas une cause organique, pas nécessairement cardiaque. Ça peut être une anémie, ça peut être une dysthyroïdie, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais une baisse des performances chez un sportif, jusqu'à preuve du contraire, il faut aller chercher quelque chose d'organique. Et donc, à partir du moment où on a ce genre de choses, là, il faut effectivement faire le bilan. Najib? Merci. J'ai deux petites questions. La première, c'est je ne comprends pas bien le risque médico-légal pour la fédération quand on a un sportif de haut niveau. Est-ce que c'est la fédération de football qui est gênée? Je pensais qu'il y avait des assurances privées. Est-ce que la famille ou le... Il y a deux choses différentes. Il y a la fédération et les clubs. La fédération a des assurances pour ses licenciés. D'accord. D'autre part, il y a aussi la problématique de l'image. T'as un de tes sportifs qui meurt à la télé, ça fait moyen. Ça fait moyen, je te jure. Oui. Ça fait moyen. Marc-Vivien Foé, ça a beaucoup marqué les gens à l'époque où c'est arrivé. La Fédération française de foot, ça a fait un foin pas possible parce qu'ils disent on ne peut pas donner cette image de gens en bonne santé. On recommande de faire du sport, mais le sport fait mourir. C'est pas possible. Donc, effectivement, sur le message à valider sur le sport, c'est pas quelque chose d'entendable. Et sur la coronaropathie, parce que tu parles de coroscan, de score calcique, tu cherches la maladie coronaire stable. Tu l'as rappelé tout à l'heure, le meilleur élément pronostic, c'est la capacité d'effort. En faisant des examens morphologiques, on a une grande probabilité de trouver au-delà de 50 ans, même 45 ans, des anomalies morphologiques qui ne demandent rien à personne, qui vont stresser le licencié et parfois le contre-indiquer ou le mettre sur une maladie alors qu'il n'a pas de maladie. Est-ce qu'il y a des données sur une approche pragmatique en disant je fais une capacité d'effort, je ne regarde pas l'électro, s'il a une capacité d'effort normale ou supranormale, dans l'absolu. Alors, il y a des sans données, faire de morphologie. Il y a des données sur la capacité d'effort toute seule. Hein. Alors, je l'ai pas mise effectivement là-dedans, mais il y a une étude très célèbre qui maintenant quand même il y a 30 ans qui montre juste capacité d'effort sans regarder l'électro, capacité d'effort élevée, risque de problématiques coronariennes et autres, 0. Enfin, équivalente à la population générale. Capacité d'effort basse, que je sois malade ou pas malade, mortalité à peu près identique. D'accord ? Donc effectivement, la capacité d'effort, on pourrait faire des tests d'effort sans regarder l'électro. Hein. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Ni les coronaires. Maintenant, après, si on veut stratifier du risque chez nos patients et être dans de la prévention, le fait, je pense qu'on pourra en discuter avec Benoît après, de faire des coroscans ou des scores calciques chez des patients de 45-50 ans qui se lancent quand même sur des efforts loin d'être anodins, type ultra et autres. Est-ce qu'on les protège ou on se rassure? Faussement, on se rassure. Ça dépend. Moi, je suis un gros adepte du score calcique. Le score calcique, tu tombes un score à 600 chez un patient de 50 ans qui se plaint de rien, tu vas a priori quand même le protéger si tu le mets sous statine à long terme. Enfin, tu peux imaginer qu'en tout cas, tu le protégeras.